rapport à la sexualité, effectivement, de l'auteur. Oui, c'est ça. Comme si la sexualité... Comme si c'était effectivement un détournement de sa propre sexualité, c'est insatisfait par rapport à son couple et qui sera après vers ses enfants. Et c'est vraiment une question qu'on entend. Donc c'est pas étonnant que... Voilà. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit, la mère? La mère, elle dit, mais je préfère qu'il aille voir ma fille plutôt que d'aller voir une autre femme. Et ça, je l'ai vécu donc, dans ma vie. Et je l'ai vécu au travers de mon travail, auprès des enfants auprès de qui je travaille. Et c'est vrai que la première fois que j'ai pu en parler, de ce que j'avais vécu, là c'est la première fois, et merci de m'avoir donné cette opportunité, je peux en parler maintenant très librement, parce que je suis calée sur ça. Mais au niveau de... Quand j'ai commencé mes études éducatrices, j'avais 33 ans, j'ai fait un devoir, le premier devoir que nous avait donné M. Evers, qui était psychologue, c'était sur l'inceste. Je lui ai fait 35 pages. Je l'ai ramené, il m'a rendu mon devoir, il m'avait surnoté, il m'a dit, madame, pour avoir écrit ce que vous avez écrit, c'est que forcément vous l'avez vécu. Il y a une telle réalité, une telle analyse de toutes ces situations, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et j'ai fait une analyse initiale. Je suis devenue édu, très bien, maintenant je travaille auprès des enfants et je les sens. Et quand je dis qu'on a un radar, c'est que je sais pertinemment quand un enfant a vécu cette situation. Et là d'ailleurs, sur l'établissement, je viens de mettre à jour qu'on a une enfant, c'est sûr, absolument pas, qui en effet a vécu une situation d'inceste dans son enfance. Et personne ne l'avait jusqu'à présent mis en compte. Et quand j'en ai parlé au CMS, et c'est pas vieux, c'est au CMS de Carpentras mercredi dernier, il y avait la psychologue qui était présente et qui me dit « Mais est-ce que sa mère elle-même n'a pas vécu des violences sexuelles dans son enfance ?» Comme si c'était un fil conducteur. Non, il n'y a pas de fil conducteur. C'est pas parce qu'on a été, et c'est là qu'on combat, c'est pas parce qu'on a été enfant, ayant vécu ce traumatisme-là, qu'on va le répéter sur nos enfants. Oui, parce qu'on est soigné. Moi, ce que j'ai appris, moi j'étais d'inceste aussi, et à partir du moment où j'ai déposé plainte, bon, moi il y a eu un procès, il y a eu un jugement, une condamnation, donc ça m'a permis aussi d'avoir été reconnue victime par la justice et non coupable. Puis chaque personne agresseur a été remise à sa place, et la victime aussi. C'est vrai que ça a permis une meilleure reconstruction. Et on m'expliquait en fait, moi quand j'ai déposé plainte contre mon père, des sœurs de mon père sont venues me raconter après qu'elles avaient été victimes par mon grand-père paternel, ma grand-mère, paternelle. Et ça, en fait, bon, dans les cas de victimes d'inceste, ça se fait en général de génération en génération. Et le fait que moi, j'ai déposé plainte, j'ai cassé ce processus, en fait. J'ai aidé à ma façon. Voilà. Après... Il faut casser le processus. Voilà. Ça n'a rien d'inéluctable à deux conditions. Effectivement, alors comment on casse le processus? Il y a plusieurs façons. Il y a soit effectivement le dépôt de plainte, et même ça peut être inefficace. Ça ne marche pas toujours, malheureusement. C'est pas un sésame. Et puis effectivement, c'est surtout, moi je dirais, de rencontrer quelqu'un. Alors si quelqu'un de l'autorité, c'est bien, mais quelqu'un qui, pour la première fois souvent, vous croit sans doute, voilà, sans aucun doute, et vous écoute. Et là, d'un seul coup, effectivement, vous rencontrez quelqu'un qui vous sert de point d'appui. Ma parole est crédible, je ne dis pas n'importe quoi, ça a de la valeur, quand on sait tout ce qui a été détruit auparavant. Effectivement, voilà. Et ça, c'est le premier pas. Donc, le premier pas de la rencontre, c'est quelqu'un qui vient qui vous écoute tout simplement et qui vous dit, oui, je t'écoute, dis-moi, quoi, voilà. Et qui fuit pas. Parce que quand on raconte une histoire d'inceste, l'autre en face, à l'heure du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit parce que c'est insupportable. Oui, il est mal à l'aise parce qu'il ne connaît pas comment réagir, bien comment sûr, faire. c'est légitime d'ailleurs. C'est d'ailleurs un travail très important souvent pour les enquêteurs, parce que là aussi, il y a eu des personnes qui avaient du mal à déposer plainte, parce que lorsqu'elles avaient déposé plainte, parce qu'il fallait recueillir leurs paroles, c'était terrible, parce qu'on avait l'impression qu'on était à nouveau accusé, alors qu'on devait effectivement... Ce qui explique que... alors, les chiffres, c'est important quand même qu'on ait quelques chiffres aujourd'hui. Moi, je trouve un chiffre très difficile, parce que sur un sujet aussi difficile, voire tabou, on a du mal à avoir des chiffres. On s'entend en ce moment en France avec un lieu qui s'appelle l'ONED, qui est l'Observatoire national de l'enfance en danger, qui
qui récolte des choses très officiellement. On s'accorde de dire qu'il y aurait, sur une classe de 30 enfants, 3 enfants qui seraient soit victimes d'inceste, soit victimes de violences sexuelles. D'accord? C'est énorme. Hein, je prends sur une classe que du coup on visualise mieux. 3 sur 30, 10% de la population à peu près. Donc c'est effectivement une question de santé publique, parce que être victime d'inceste, si on ne s'en répare pas, ça a des effets de coûts de santé, parce que c'est l'angoisse, parce que, enfin voilà, donc c'est une vraie question de santé publique. Et puis surtout, je dirais, quand on dit ils sont victimes d'inceste, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la forme génitale de l'inceste, ou est-ce qu'on parle de la forme affective et psychologique de l'inceste? Et pour en venir à cette histoire de répétition, moi, dans mon cours, parce que la première partie de mon existence, moi, il a fallu comprendre pour pouvoir lâcher, et voilà. Donc j'ai écrit sur le sujet, j'ai élaboré, conceptualisé, et j'ai vraiment rendu visible et lisible, puisque j'ai écrit, et puis que j'ai créé aussi un spectacle pédagogique pour transmettre ça, tout le système d'emprise, en fait, affectif, psychologique, qui préexiste au passage à l'acte, à la forme génitale. Et que je me suis rendu compte qu'effectivement, le passage à l'acte ne se répète pas forcément, mais le système d'emprise affective et psychologique a toutes les chances de se reproduire, parce qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on a été maltraité, et que si on n'est pas vigilant, le risque est de surprotéger l'enfant, de le posséder de façon affective et psychologique. La répétition, elle se fait de façon extrêmement insidieuse, et souvent le passage à l'acte va sauter des générations, mais entre-temps, il y a cette emprise affective et psychologique. Nous, on le voit en fait en matière familiale. C'est-à-dire qu'on voit par moments, effectivement, sans être sur le plan pénal, hein, en matière familiale, au moment où il y a des séparations, effectivement, alors c'est souvent des mères, effectivement, qui sont surprotectrices par rapport à leurs enfants, et qui, effectivement, exercent une forme d'emprise. On n'est pas forcément sur une aliénation parentale, voilà. Mais on est souvent dans ce cadre-là, et avec des mères, lorsqu'on discute de manière un petit peu plus approfondie, on se rend compte qu'il y a une difficulté à titre personnel, et elles ont comme pas une phobie, mais une peur, effectivement, et avec la difficulté de permettre au père d'avoir sa place. Ça, on le voit effectivement. Voilà. Donc c'est tout un processus à... Donc c'est là où il y a un vrai travail, et je dirais, c'est ce que j'écris aussi dans l'article, la co-responsabilité des mères dans les processus d'emprise. Et où à un moment donné, on dit souvent que le père doit prendre sa place, mais faut-il encore que la mère lui la laisse, quoi. C'est ça, exactement, tout à fait. Voilà. Alors ce qui est en plus compliqué aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées effectivement par les mères sur des problèmes effectivement d'agression sexuelle sur leurs enfants, avec des plaintes qui n'aboutissent pas forcément, mais parce que éventuellement ces plaintes-là sont utilisées dans le cadre des procédures familiales. Ça c'est aussi une autre problématique. C'est-à-dire c'est des fausses plaintes. Voilà, c'est-à-dire que c'est une utilisation de la parole de l'enfant. Et là on est dans l'abus de pouvoir, on est dans la violence. Mais là on est dans l'abus aussi. Oui, c'est ça. Non, c'est un abus. C'est un abus sur l'enfant, puisqu'on lui fait porter effectivement une sexualité. C'est du viol psychologique. Et ces choses-là, par contre, ça reste très... On n'en parle pas. Hein. J'ai pas trop compris le pourquoi la répétition, le fait que ça se transmet. Il y a quelque chose. Alors moi, je vais vous donner mon. Ça fait longtemps que je travaille sur ces questions-là, et si je travaille sur ces questions-là, c'est que effectivement, j'ai une histoire qui, de plusieurs générations là-dessus. Donc, comme vous disiez, effectivement, je pense qu'à un moment donné, si on ne veut pas s'effondrer avec ça, il faut le conceptualiser, il faut le métaboliser. Sinon, on est aspiré. Pour vous donner un peu pourquoi je suis là ce soir aussi. Quand on est victime d'inceste, génital, on est victime d'incestuel, c'est un mot qui a été créé il y a 1994 par un auteur pour décrire un climat sans passage à l'acte physique. Et c'est un climat familial où tout est sexualisé, l'ambiance, l'émotion, les gestes. L'enfant rentre de l'école, il dit quelque chose de très banal, et qui effectivement, voilà. Donc c'est une ambiance complètement sexuelle en permanence qui vaut. Enfin, moi je peux pas, j'ai pas de balance pour savoir ce qui est pire, mais ça vaut. Ça détruit un enfant. Quand on est victime d'inceste ou d'incestuel, on va le dire comme ça pour l'instant, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de soi qui est vrillé, qui est tordu, qui est comment j'ai envie de dire, l'amour respectueux, c'est quoi? L'amour, il faudrait mieux commencer par ça d'abord. L'amour respectueux, c'est un amour qui permet à la fois d'être dans la proximité,
avec son enfant, dans une proximité tendre, chaste, jamais sexuelle, et c'est un amour qui permet aussi à l'enfant parfois de s'éloigner. L'amour respectueux, c'est un amour qui autorise la proximité et la distance. C'est l'enfant qui vient faire un câlin à maman ou à papa, mais si en est l'enfant veut jouer tout seul, la maman va l'autoriser. Donc l'amour un peu idéal,